Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Laura Brion, je suis chargée de communication à la Ruche Industrielle et en charge de la programmation des conférences déjeuner. Dans le respect des règles de ce second confinement, cette conférence se déroulera exclusivement à distance et sera enregistrée pour permettre la diffusion d'un replay. Vous pouvez formuler des questions dans le chat tout au long de l'intervention. Elles seront traitées lors d'un temps de questions-réponses prévu en fin de conférence. Je vous invite à couper votre micro pour ne pas créer de bruit parasite et votre vidéo si vous ne souhaitez pas être intégré à ce replay. Aujourd'hui, nous avons donc la chance de recevoir en deux speakerines, puisque nous aurons Caroline Félix et Maëlys Josso ici présentes qui prendront la parole. Vous pouvez voir leur vignette. Caroline prendra ma place juste après. Voilà, on voit Maëlys qui fait coucou. Donc un temps dédié aux espaces transformants. Pour les présenter rapidement, Maëlys est architecte et fondatrice du cabinet Flow et Architecture. Sa mission, c'est de proposer des espaces sur mesure aux entreprises et aux salariés grâce à l'assistance à maîtrise d'usage. Elle vous présentera plus en détail en quoi cela consiste dans les minutes qui viennent, mais également les enjeux de cette démarche. Nous avons également donc avec nous Caroline Félix, cofondatrice et directrice générale de La Ruche. Convaincue de l'impact et de l'importance des espaces dans la transformation culturelle des entreprises et des structures, elle partage son expérience de la place des espaces dans la création de La Ruche et ses convictions forgées sur le rôle que les espaces ont à jouer dans cette grande transformation qui est à l'œuvre. Deux femmes, deux parcours qui vont dans le même sens et qui se sont rencontrées à l'occasion de l'aménagement des espaces de La Ruche industrielle, c'est-à-dire 1000 m² au cœur du site usine Industrie du Futur de Lyon, des espaces pour co-créer, s'inspirer, se rencontrer et se transformer. On va découvrir tout cela en détail dans les prochaines minutes. Je leur laisse la parole, je laisse Caroline Félix me rejoindre. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous, merci Laura. Donc maintenant qu'elle s'est éloignée, je peux enlever mon masque. Bonjour à tous, bonjour Maëlys. Bonjour. Bon, on va parler d'espace, ça a quelque chose de très incarné, de charnel, mais on ne vous voit pas et ça nous manque. Bah, ce sera pour une prochaine fois. On va essayer de faire notre mieux pour partager un maximum de ce qu'on a envie de partager avec vous, avec la contrainte de ne pas vous avoir en face et de ne pas voir vos réactions. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même assez particulier. Mais bon, on va s'adapter. Alors je continue parce que c'est moi qui commence sur ce premier slide. On vous a préparé une intervention à deux voix, donc on va alterner l'une et l'autre. Et l'idée c'est que Maëlys présente sa méthodologie, son approche, la pratique de son métier, et que tout au long on l'illustre par comment ça s'est passé dans la ruche, et que on vous partage en fait l'expérience de la ruche et ce qu'on en a appris sur l'impact des espaces de travail, sur la transformation des individus, des organisations et des façons de travailler ensemble. Alors, je commence avec cette première image. Donc, comme Laura l'a introduit tout à l'heure au début, dans le processus en fait de création de la ruche industrielle, les espaces ont joué un rôle très important, on peut dire même fondateur. Et je voulais partager avec vous une scène que vous avez peut-être vécue, que vous vivez peut-être encore. On a tous en tête cette scène où on rentre dans une salle de réunion, un peu tristoun, voilà, avec des espaces un peu gris, et éventuellement un rideau cassé dans un angle de fenêtre. Chacun s'installe sur une table ou derrière une table, on peut dire, et derrière son ordinateur. On attend que l'animateur de la réunion arrive et en gros qu'il fasse le job. On est un peu peinard finalement parce qu'on a la table entre lui et nous, et on a aussi notre ordinateur entre lui et nous. Et pour autant, on a notre messagerie ouverte et on a dans notre messagerie un mail du grand patron qui appelle ses salariés, donc le grand patron de notre entreprise, à être audacieux, innovant, agile, collaboratif. Mais bon, quand on jette un petit coup d'œil à la salle de réunion dans laquelle on est, on voit des gens qui font trois choses en même temps, qui sont là et du coup sans être complètement là, et qui checkent leur mail, qui répondent à des SMS, qui naviguent sur le web, et en même temps que l'animateur déroule ses slides. Et puis, on enchaîne un peu les réunions toute la journée. Donc, on a un peu une situation d'injonction contradictoire avec ce mail là qui nous appelle à être plus innovants, audacieux,
et puis ce qu'on constate, ce qui se passe, ce qui est à l'œuvre en réalité dans l'entreprise. Alors, je prends la suite. Déjà, merci à la ruche de m'avoir invitée. Donc, comme Laura l'a évoqué, en fait, on est une agence d'architecture intérieure qui proposons aussi un service d'assistance à maîtrise d'usage. Ce service, on l'a créé. On a créé une méthodologie parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on construisait une entreprise, en fait, on construisait bien plus que des espaces. On construisait avec le chef d'entreprise et les équipes un projet d'entreprise. Et du coup, il fallait aller beaucoup plus loin dans la définition des usages. Alors, l'assistance à maîtrise d'usage, c'est l'accompagnement du client dans la définition de ses usages. Pour ça, on prend en compte 3 paramètres hyper importants qui sont, on fait un peu l'état des lieux, donc le présent, là où en est le chef d'entreprise, là où en sont ses équipes, comment est-ce qu'ils travaillent, là où ils ont envie d'aller, c'est-à-dire la vision du chef d'entreprise, et surtout, on prend aussi en compte l'espace. Donc, est-ce que l'espace est en adéquation avec la vision du chef d'entreprise? Alors souvent, on vient nous voir avec 3 types de projets différents. Le premier, ça peut être un chef d'entreprise qui vient nous voir en nous disant qu'il a un projet de restructuration ou de déménagement et c'est un peu un sujet sensible avec ses collaborateurs. Donc, il voudrait faciliter, fluidifier en fait ce processus-là. Donc là, c'est un projet en fait qui va être très axé sur un plan de communication, sur l'accompagnement des usagers, l'accompagnement des salariés et la sensibilisation aux futurs espaces qu'ils vont occuper. Donc là, on est plus sur la communication et l'accompagnement au changement que sur l'analyse d'usage. La deuxième situation, c'est un petit peu la situation dans laquelle était la ruche. C'est-à-dire, j'ai un projet très innovant et je souhaite que mes locaux reflètent complètement ma vision et celle de mon équipe. Donc là, on a déjà des gens qui sont en général assez sensibles à d'autres façons de travailler, qui ont une certaine agilité, voilà, et qui ont envie d'aller plus loin là-dedans, et qui ont surtout envie que l'espace soit un vrai outil de travail, et que cet outil de travail leur permette d'améliorer encore leur process, etc. Et puis depuis le mois de mars, on a une nouvelle demande qui est les conditions sanitaires actuelles, donc m'ont fait prendre conscience d'un profond changement qui allait s'opérer dans la relation que l'on a aux locaux de l'entreprise, mais je ne sais pas comment aborder cela. Donc ça peut être, on va en fait du chef d'entreprise qui a voulu rentabiliser ses mètres carrés et du coup qui a créé des grands open space et qui aujourd'hui se retrouve avec la contrainte du Covid à devoir refermer un petit peu ses espaces ou à gérer le télétravail, à des démarches qui sont qui vont beaucoup plus loin. Alors, dans les démarches qui vont plus loin, on peut passer la slide d'après. Ça nous a fait prendre conscience en fait que ce qui s'est passé avec la crise du Covid, on a été confronté à un changement de mobilité. Aujourd'hui, enfin hier plutôt, quand on avait un siège social dans Lyon, on avait des mètres carrés qui coûtaient assez cher et on devait rentabiliser ces mètres carrés en créant des espaces ouverts pour gagner de la place. Et puis on s'est rendu compte que ces espaces ouverts, ils pouvaient être contraignants, donc on les a améliorés, on a créé du flex office, etc. Avec la crise du Covid, les gens ont été contraints de travailler à distance. Et bon, ça a fonctionné. On s'est rendu compte qu'on n'était pas obligé de se rendre sur le lieu de travail pour travailler. Il y en a pour qui ça s'est très bien passé, il y en a pour qui ça a été très difficile. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, on s'est posé la question avec certains chefs d'entreprise de est-ce qu'il faut aller sur le lieu de son entreprise pour travailler tout seul toute la journée? Alors qu'en fait, pour certains salariés, c'est un vrai gain de pouvoir faire du télétravail et de s'éviter les trajets, par exemple. C'est aussi un vrai gain de pouvoir avoir son logement un petit peu excentré par rapport à la ville et s'offrir plus de mètres carrés, s'offrir de la nature, etc. Donc toutes ces questions, elles amènent en fait à d'autres réponses architecturales parce que si on ne se rend plus à son entreprise pour travailler tout seul tous les jours, quand je dis tout seul, c'est voilà avoir son bureau pour travailler
tous les jours de la semaine, mais qu'on peut choisir de travailler une partie chez nous quand on a besoin d'être seul et une partie à l'entreprise quand on a besoin de se rencontrer, c'est vrai que la partie des espaces où on se rencontre, où on partage, où on fait des réunions, devient tout d'un coup beaucoup plus important. Et du coup, l'entreprise devient un petit peu un lieu de rencontre. À cela s'ajoute le fait que si on imagine ça, si on extrapole ça, l'entreprise peut devenir aussi un lieu où on loge parce que, par exemple, j'ai fait la moitié de la semaine chez moi et l'autre moitié de la semaine, je viens dans l'entreprise, mais je ne vais pas faire les allers-retours, donc j'ai besoin de dormir quelque part. Donc ça, c'est des scénarios qu'on est en train de regarder, qui nous permettent de nous projeter sur vraiment d'autres façons de concevoir l'entreprise, de concevoir les espaces. Il y a un deuxième scénario assez un petit peu plus, un peu différent aussi qui se dessine, c'est de se dire, pour certains chefs d'entreprise et pour certains salariés, c'est assez inconfortable de rester chez eux pour travailler et du coup d'imaginer des espaces relais entre le siège social de l'entreprise et le lieu de vie pour que les gens puissent avoir un lieu dédié au travail et qui soit plus forcément celui de l'entreprise. Ça peut être des espèces de coworking qui sont partagés entre plusieurs entreprises et qui forment ainsi des traits d'union entre le logement et l'entreprise. Donc ça nous amène quand même à nous poser pas mal de questions sur les nouveaux scénarios, sur ce qu'on peut s'autoriser à faire ou pas, et comment est-ce qu'on va créer les futurs usages d'une entreprise. Si on revient sur le Zoom de la ruche, il y a deux dynamiques, une double dynamique qui était à l'œuvre chez Renault Trucks, dans le groupe Renault Trucks Volvo et dans le groupe Bosch, et qui ont favorisé l'émergence de cette ruche. Alors, la double dynamique, c'était à la fois la diffusion de méthodologies d'idéation collaborative qui n'étaient pas jusqu'à présent véritablement utilisées dans l'activité des développements industriels de ces entreprises et qui pour autant sont des méthodologies qui existent depuis pas mal de temps en fait, plusieurs décennies, qui viennent des États-Unis et du Canada et qui sont des méthodologies type design thinking, creative problem solving, des méthodologies de résolution en fait en groupe de problèmes complexes. Donc il y avait cette tendance-là et si on prend le cas du groupe Bosch, cette méthode a été utilisée avec succès dès les années 2011 puisqu'ils ont lancé en utilisant ce concept de design thinking et un produit que vous connaissez probablement, c'est les batteries des vélos électriques. Et on sait que le succès que ça a remporté, ils ont en fait tout simplement trusté le marché mondial. Donc, exemple réussi, preuve de concept faite, que ça peut marcher et que ça peut marcher très bien. En même temps, la double dynamique, c'est il y avait une réflexion sur nice place to work. Comment on fait pour utiliser en fait les espaces comme un véritable outil, ce qui n'avait pas été forcément pensé jusqu'à présent, et en tout cas pas dans les espaces de réunion ou de rencontre ou d'échange. Du coup, on a ce contexte. Donc Maëlys vous a décrit en fait les réflexions qui sont à l'œuvre dans le monde architectural et dans le monde des entreprises industrielles. On vit dans un contexte où il y a un certain nombre de challenges qui viennent impacter les entreprises et où il y a des choses très concrètes qui se passent. Donc c'est pas juste un phénomène de mode en disant tiens on veut ressembler à des Google, donc des entreprises qui ont innové bien avant d'autres et d'autres secteurs sur des espaces de travail qui sont pensés pour être agréables, innovants, inclusifs, où on peut effectivement même dormir. Tu mentionnais ce point-là tout à l'heure, Maëlys, sur le campus Google. Ça, c'est quelque chose quand même dont on a entendu parler depuis longtemps. On a aussi pas mal entendu parler au début de baby-foot. Bon, c'est le côté un peu caricatural aussi.
Et il suffisait de mettre un baby-foot dans une salle pour que, ça y est, on prouve qu'on avait une culture innovante et qu'on devenait un lieu attractif pour venir y travailler. Donc il y a ce contexte environnant où en fait, il y a une réalité, c'est que le marché est devenu bien plus compliqué, l'environnement est devenu bien plus complexe, et que appliquer les process et on va dire les recettes habituelles de développement d'activités de produits, ça suffit plus. Donc en gros, la boule de cristal marche plus. La vision de planification à long terme, en faisant correctement son boulot, n'assure plus forcément la réussite du lancement d'un produit ou d'un service sur le marché. Et pour preuve, il y a des acteurs qui arrivent et qui développent, par exemple, une voiture autonome qui vient d'un acteur donc des GAFAM, donc de Google, et pas d'un acteur du monde industriel classique. Voilà, donc c'est une réalité. Du coup, la nécessité de travailler différemment, de changer de culture, est une réalité. Et je voulais vous partager l'importance de la vision dans cette dynamique-là, et de la vision notamment du dirigeant ou de la dirigeante de la structure. Je sais que c'est un point aussi, Maëlys, sur lequel tu voulais insister. Donc pour ma part, côté ruche, donc chez Bosch, donc on avait Rolf Nayer qui est arrivé courant d'année 2016 avec une vision vraiment différente par rapport à ce que le groupe avait pu connaître, et avec des principes clairs, simples, posés sur la table, que vous voyez là à l'écran, en décrivant en fait une entreprise qui réussit. Donc c'est 25%, ça repose sur la qualité de ses produits et de ses services, 25% sur sa structuration, son organisation, et 50%, on voit là l'importance du chiffre, sur l'esprit des salariés eux-mêmes, donc la culture d'entreprise, et même, il disait, le plaisir au travail. Donc ça, c'est une mini-révolution. Mais en tout cas, c'est une vision voilà, qui était assez innovante à ce moment-là pour ce groupe-là. Du coup, c'est là qu'on parlait d'injonction contradictoire au début de cette présentation. Il y a un appel de ce type de dirigeant à dire, bon, en fait, le changement, parce qu'il faut qu'on opère un changement, qu'on arrive à se transformer, à travailler différemment, c'est-à-dire plus vite, de façon plus agile, s'appuyer davantage sur les ressources qu'on a, on a des atouts en main, en fait. On a un jeu de cartes qui est absolument fantastique, mais on n'a pas encore opéré toutes les combinaisons possibles, les meilleures combinaisons possibles pour adresser notre marché et puis s'assurer un avenir et le meilleur possible, à la fois pour les salariés, pour l'entreprise et pour l'environnement qui est autour de nous. Donc, on a eu, avec cet exemple de Rolf Nayer, des mails un petit peu à la Elon Musk, qu'il envoyait directement à tous les salariés, en incitant en fait les gens à devenir plus entrepreneurs, innovants, audacieux. Et du coup, pour faire ça, une fois qu'il y a cette vision et cette permission, c'est déjà un point très important. Je ne sais pas si Maëlys, là-dessus, tu voulais réagir sur... peut-être tu en parles un petit peu après, sur l'importance de la vision. Oui, je répète. Ouais. Une fois qu'on a ça en tête, bon, on va dire c'est une destination vers laquelle on veut aller. Comment mettre ça en œuvre, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et comment en fait mettre en place d'autres formes de collaboration, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. L'exemple donc qui s'est passé à la fois chez Renault Trucks et Volvo, c'est tout simplement par la création d'abord d'un espace de travail différent qui permette de sortir du cadre, parce que c'était vraiment tout l'enjeu. L'idée c'était pas de faire table rase d'un présent sans savoir vers vers quel futur on allait aller, mais de se créer en fait une sorte de track parallèle, un espace
parallèles, avec des règles du jeu clairement posées, différentes, et notamment donc la création de salles d'idéation collaborative ou salles collaboratives qui ont émergé donc côté Renault Trucks qui s'appelait donc le Créalab et côté Bosch Rexroth la Move Room. Donc un lieu différent des salles habituelles pour vraiment sortir des habitudes et des process pour faire ce fameux pas de côté auquel appelait la direction et la vision de ces groupes. Après, là, tout à l'heure, je mentionnais l'idée de la plante verte, du baby-foot. Il y a eu aussi un écueil de se dire il suffit pas en fait de mettre en place une salle différente. L'intention est vraiment importante, donc la vision portée avec des sponsors en fait dans l'entreprise. Et puis les méthodologies, ça c'est aussi très important. La salle seule, sans méthodologie, ça fonctionne pas non plus. Donc les méthodologies, c'est celle que je mentionnais tout à l'heure, l'idéation collaborative. Et cette idéation collaborative, elle repose en fait sur un certain nombre de présupposés, et dont l'un majeur est que tout le monde peut avoir de bonnes idées. Avec cette idée-là, on sort un peu de la culture industrielle classique où chacun vivait heureux, vivait caché, notamment avec le bureau d'études, le sacro-saint bureau d'études, d'où sortaient les idées qu'il fallait protéger. En fait, ça a fait le succès des industries qui nous entourent et qui produisent tous les équipements qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Or, on a vu que en fait, ces règles du jeu-là ne permettaient plus d'adresser tous les enjeux de l'environnement. Donc, se dire que tout le monde peut avoir des bonnes idées, ça c'est un premier point. Et le deuxième, c'est pour permettre ça, pour favoriser l'émergence de ces idées, donc à la fois que les personnes s'autorisent à exprimer leurs idées et puis même les fassent émerger en fait de leur propre esprit. Si c'est pas une habitude qu'ils avaient ou ça faisait pas partie de leur feuille de route, bon, ça se fait pas non plus sans un petit coup de pouce. Et deuxième point, c'est que pour qu'un groupe en fait soit productif et efficace, pour que cette fameuse intelligence collective, c'est un terme dont on entend souvent parler. En gros, pour que le fait que si on met dans une salle plusieurs personnes diverses, d'horizons diverses, arrivent à produire quelque chose qui a plus de valeur que s'ils étaient restés chacun dans leur coin à faire leur propre job. C'est pareil, ça s'organise et ça doit absolument être soutenu et accouché, il y a un peu de maïeutique là-dedans, par ces fameuses méthodologies d'idéation collaborative qui sont donc tout sauf un amusement ou des méthodologies qui seraient éloignées d'une culture d'excellence opérationnelle. Au contraire, en fait, on est avec ces méthodologies-là dans l'excellence opérationnelle de la co-création, du co-développement. Donc, associer ces méthodologies à un espace, c'est absolument prioritaire pour la réussite en fait de cet espace et pour permettre au final de changer donc de posture en fait, des postures physiques. On parle d'espace, il y a beaucoup d'incarnations, c'est ce qu'on disait au début. Changer la posture physique pour changer la posture mentale des personnes et pour accéder et faire advenir cette fameuse intelligence collective. Donc finalement, pour la genèse de la ruche, au travers des espaces, quels ont été les éléments importants? Pouvoir sortir du cadre et créer un environnement favorable pour cela. 2, utiliser des méthodologies d'idéation collaborative. Partager 3, largement ce présupposé, donc tout le monde peut avoir des bonnes idées, et créer en fait un nouveau cadre. En fait, il ne s'agit pas de créer des espaces où tout est permis non plus, parce que là, ça devient abyssal et vertigineux. C'est pas là non plus que la créativité pourra se produire. Souvent, la créativité, en fait, plus elle a de contraintes et plus elle pourra être puissante.
Donc, l'idée de ces salles, c'est d'avoir des règles qui sont clairement définies et qui sont surtout partagées et qu'on fait vivre, c'est-à-dire qu'on se les rappelle régulièrement. Donc, la première étant, tout le monde peut avoir de bonnes idées, toutes les idées sont bonnes, on rebondit sur les idées des autres, à la bienveillance au cœur, absolument. Voilà, ça c'est des éléments importants à bien avoir en tête pour le fonctionnement de ces espaces. Partager une vision commune, hein, se dire que si on fait à plusieurs, on sera finalement plus efficace, et poser donc ce fameux nouveau cadre. Alors cette photo, elle avait été prise lors de la Biennale de Saint-Étienne en 2019. C'était une photo d'une conférence auquel je participais sur le réenchantement des espaces de travail. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés avec Caroline Félix. Lors de cette conférence, j'abordais un peu d'autres notions, mais qui sont très proches, qui sont aussi le bonheur, le bien-être et deux sujets un petit peu tabous qu'on n'ose pas trop utiliser pour des espaces de travail, pour ces conditions de travail, et qu'il faut absolument, en fait, enfin, il faut se reconnecter à ça pour pouvoir commencer à parler des choses un peu vraies, c'est-à-dire qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me motive en fait, et qu'est-ce qui fait que je me sens bien, en bonne santé, que physiquement mon corps en fait réagit positivement à aller dans un endroit. Donc pendant cette rencontre, là on peut passer la slide d'après. En fait, le projet. Maëlys, je voudrais juste pour dire pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passait côté ruche à ce moment-là quand ils se sont rencontrés. Nous, côté ruche, on était déjà dans la pratique du bâtiment dans lequel on est, donc 1000 mètres carrés, et dans un très beau bâtiment dans lequel on avait la chance de s'installer. Et donc, en fait, on était dans une réflexion de poursuivre la démarche entamée d'aménagement progressif. C'est la démarche dans laquelle on était, donc depuis septembre 2018. Et on avait utilisé les principes de l'effectuation pour s'installer. Donc, on fait avec ce qu'on a, on identifie des contributeurs au projet. Donc, on a développé très rapidement en fait des partenariats avec des fournisseurs de mobilier collaboratifs, notamment. Et on construit les aménagements en fait autour des usagers et avec eux. Donc on a vraiment commencé par faire et par expérimenter et agir dans les espaces pour les faire évoluer et les équiper. En fait, là, on était au moment où on s'est rencontrés dans un moment où on voulait aller plus loin et on voulait enfin, vraiment développer une vision plus complète en fait de ce que pouvait être l'espace La Ruche au service véritablement des usages qu'on avait déjà pu voir à l'œuvre, mais aussi comme soutien de la création de l'activité, du développement de l'activité de La Ruche. Donc, d'où la rencontre avec les petits cœurs dans les yeux, parce que les mots qu'a cité Maëlys tout à l'heure, forcément, ça faisait mouche, parce que ça s'alignait complètement avec l'intention qu'on avait envie de défendre dans la façon de travailler, qu'on avait envie de promouvoir, en fait, dans La Ruche et donc dans l'industrie. Alors, comme ce que vient de dire Caroline, en fait, le projet, nous, quand on commence un projet d'AMU, on commence, c'est forcément une question de rencontre. Cette rencontre, elle doit être, elle est importante avec le chef d'entreprise parce que le chef d'entreprise va nous exprimer sa vision, ce vers quoi il a envie d'aller. Et cette vision, il faut qu'elle soit assez claire. Il faut qu'il ait envie de la communiquer, il faut qu'il ait envie de s'investir dans le projet. On remarque en fait que les projets où les chefs d'entreprise ne s'investissent pas ou ne lancent pas de plan de communication, etc., c'est des projets qui ne fonctionnent pas du tout. Donc tout le monde perd son temps. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Et, et ça nous amène à refuser aussi des projets quand on pense que le client croit qu'on va amener une solution miracle à ses problèmes sans que lui décide de s'impliquer sérieusement dans le projet. On va parler d'un projet global d'entreprise, c'est-à-dire on ne va pas s'arrêter aux espaces. On va faire intervenir
beaucoup d'usagers, donc beaucoup de salariés, beaucoup d'équipes. Et on va se poser des questions, pourquoi est-ce qu'on a envie de se transformer? Comment est-ce qu'on a envie de se transformer? Et comment l'espace va devenir un soutien à ce projet? Alors, la réponse, en fait, qu'on propose, évidemment, on a une trame qu'on va vous présenter, mais chaque projet est unique, parce qu'on est sur des projets complexes. Contrairement au monde de l'industrie où les projets sont manufacturés, sont toujours, très bien délimités, là, on est sur des projets avec des paramètres qui bougent. C'est-à-dire, on a un paramètre humain, évidemment. Toutes les équipes, toutes les entreprises ne se ressemblent pas et on n'a jamais le même lieu, on n'a jamais les mêmes contraintes financières, on n'a jamais les mêmes contraintes matérielles. Donc, on est sur un projet complexe où il va falloir faire du sur-mesure un peu à chaque fois. Malgré tout, en fait, on a quand même une trame qui dessine un petit peu tout ça et qui nous aide en fait à avoir un fil conducteur tout au long du projet. Alors pour la ruche, on a défini en fait des grands principes qu'on a bâtis sur la base de l'expérience qu'on avait déjà donc de ce bâtiment et puis toutes les projections qu'on a faites et ce qu'on imaginait pouvoir intensifier, voire développer. Donc d'abord un lieu où on se sente bien, aménagé avec bienveillance, parce qu'on sait maintenant avec les nouvelles connaissances du fonctionnement du cerveau que en réalité l'être humain il apprend bien mieux et il est bien plus créatif quand il est en situation de sécurité. Et c'est la fameuse pédagogie positive, renforcement positif. Finalement, c'est pas avec la carotte et le bâton qu'on obtient le meilleur de soi-même ni des autres. Donc voilà, fallait que ce soit incarné dans ce lieu. Un lieu où aussi, c'est ce qu'on a précisé ici, pas hésiter à faire entrer en fait dans un espace professionnel des éléments de la sphère privée. Parce que finalement, comment se sentir bien et en sécurité dans un lieu, c'est quand on y retrouve des éléments rassurants, des éléments qui ont été posés là, potentiellement gratuitement en fait, qui n'ont pas d'usage direct, euh, mais des éléments qui en fait s'adressent à d'autres sphères que simplement le cerveau, le rationnel ou l'utilitarisme. Le deuxième point, c'était un espace basé sur la confiance. Donc, en gros, ça veut dire tout n'est pas fermé, loqué à clé, et on confie un certain nombre de tâches, on va dire, d'utilisation du lieu à ses usagers. Donc ça, c'était un point important et qui a sous-tendu en fait des réflexions avec Maïlis et une traduction architecturale. Un espace autonome. Donc ça, c'est un point fondamental dans cette transformation qu'appellent les entreprises. En gros, elles ont besoin de s'appuyer sur des gens qui prennent vraiment le lead sur leur mission, prennent plus de responsabilités, soient plus proactifs. Et ça passe aussi en fait par l'utilisation des espaces. Si on arrive et qu'on rentre dans une salle, on prend ce qu'il y a à notre disposition et on repart en disant derrière après moi le déluge et je laisse comme c'était. Ou alors à l'inverse, si on arrive dans un espace et on en prend possession et qu'on commence à bouger un petit peu le mobilier pour l'adapter à vraiment la réunion qu'on veut faire, et si avant de repartir, on remet en position initiale et si on participe un peu au process, on va dire, de gestion de l'espace, la dynamique est complètement autre. Et simplement un acte comme ça lance, c'est un excellent icebreaker, ça lance une dynamique où les gens sont proactifs et ils vont pas forcément se planquer derrière leur PC comme on l'a vu au début. Un espace aussi inclusif avec des accès pour les personnes à mobilité réduite. Un espace où on s'inspirait du principe de la permaculture et de la nature, avec une présence aussi de ces éléments-là qui ne sont pas forcément naturellement présents dans des espaces industriels. Des espaces avec des matériaux bruts, préférentiellement primaires, du bois, du béton, du métal. C'est la vie en fait. Hein. L'omniprésence de la lumière, ça aussi, c'est un principe de base hein, pour qu'une plante ou qu'un organisme vivant se développe bien. Il faut ces éléments-là. Et ben, les mettre en principe basique, c'est assez terre à terre, mais en fait,
se les mettre comme contrainte de départ, c'est quand même hyper intéressant parce que derrière, on aura un confort de travail qui sera amené naturellement et sans frais. Offrir une alternance d'espaces ouverts et d'espaces où on peut se cacher, ça c'était s'isoler, c'était un point important. On a pas mal de choses à dire là-dessus aussi, mais on n'aura peut-être pas le temps de développer là-dessus aujourd'hui. Garder un aspect non fini, ça c'est un point aussi essentiel. Un espace qui est complètement finalisé, on a enfin, une ambiance un peu showroom finalement. Et en tout cas, on a aussi l'impression que tout est fait et il n'y a plus rien à faire. Un espace où, il y a un aspect non fini, c'est précisément là où réside un espace de créativité. Un espace qui incarne la diversité, ça c'est un point aussi très important parce que l'idéation collaborative, l'intelligence collective, elle se nourrit de la diversité. Et le dire, c'est bien, mais si c'est incarné également dans les espaces, c'est encore mieux. Donc très concrètement, c'est quoi? C'est des équipements neufs qui côtoient des équipements anciens. Alors on voit ça dans certains espaces qui se montent clé en main avec des vieux canapés chinés. Bon, à la ruche, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt de garder des éléments qui étaient véritablement dans le bâtiment avant, avec un vrai usage industriel, pour éviter le côté un petit peu artificiel. En tout cas, on garde une multiplicité aussi de fournisseurs pour pas se retrouver dans cet aspect showroom. Et un lieu qui décloisonne les mondes, où on s'autorise, on imagine aussi une place pour l'art. Ça, c'est un point qu'on a à peine commencé, mais qu'on va développer dans la ruche. 5 valeurs de la ruche, ça c'était des points aussi très importants qu'on a partagé très vite avec Maëlys. Les valeurs, on les a chevillées au corps et on les vit en fait dans nos activités, dans nos relations avec nos partenaires, dans l'équipe, avec nos adhérents. Mais aussi, en fait, on peut tout à fait les traduire dans l'espace et dans le bâtiment. Au travers donc de la traductrice Maëlys, traduction architecturale de valeurs, c'est absolument possible de les incarner. Encore faut-il passer ce filtre, enfin le placer clairement en haut du dossier en fait, et le passer de temps en temps, passer les solutions en fait qui sont montées au travers de ce tamis-là. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on articule notre méthodologie en général, sachant que je le rappelle, elle s'adapte à chaque entreprise après, suivant le cas de figure. Donc, la première chose, c'est de définir évidemment le cadre de la mission avec le chef d'entreprise. Donc là, on l'interroge vraiment sur sa vision, sur ses problématiques, sur là où il a envie d'aller. Voilà, mais on va aussi l'interroger sur des choses très concrètes, c'est-à-dire où en est le bâtiment dans lequel on doit faire le projet ensuite. Est-ce qu'on a les plans? Est-ce qu'il est construit? Est-ce qu'on a le budget? Est-ce qu'il y a une équipe qui est constituée? On fait un petit peu l'état des lieux, voilà, de son projet. Donc première étape très importante. Deuxième étape, on va identifier ce qu'on appelle nous un chef de projet. Ce chef de projet, c'est quelqu'un qui sera plus disponible que le chef d'entreprise parce que nous, on a besoin d'interagir très, très fréquemment avec l'entreprise. On pose beaucoup de questions, on a besoin de faire des allers-retours, on a besoin d'organiser nos événements. Donc, ce chef de projet, il va nous aider à faire le rétro-planning, à visiter les locaux, à recruter toutes les personnes auxquelles on va faire appel pendant notre mission, à identifier aussi les acteurs extérieurs à l'entreprise s'il y en a besoin. Et du coup, comment est-ce qu'on recrute en fait ce chef de projet? La plupart du temps, on laisse le chef d'entreprise nous le désigner, mais on remarque que la plupart du temps, ce sont des personnes issues du service RH ou des services généraux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont une vision à la fois ils ont une vision globale de tous les services, de l'organisation de l'entreprise, et à la fois, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui sont proches de leurs équipes. Maëlys, juste pour te dire, il nous reste 5 minutes si on veut garder un temps d'échange. Ok. Alors, quand on fait l'état des lieux
du projet, on va évidemment observer là où en est l'entreprise et là où elle veut aller. Et suivant la distance qu'il y a à parcourir entre les deux, il va y avoir une phase d'acculturation. Pourquoi? Parce que on passe pas d'une entreprise très traditionnelle, tout le monde a son bureau fermé, à un espace hyper créatif, hyper flex, etc. On peut rencontrer des résistances, les gens n'ont pas forcément l'imagination pour comprendre de quoi on parle, donc il faut les emmener visiter des lieux, il faut leur présenter d'autres entreprises qui ont effectué ces transformations, il faut les accompagner un petit peu dans cette phase d'acculturation. Donc ça peut prendre une demi-journée jusqu'à une semaine, ça dépend, voilà, ça dépend le cap qu'il y a à passer. Avec la ruche, donc ça on le voit sur le slide d'après, bon, c'était déjà une entreprise qui était très, très en avance et qui avait déjà plein d'outils créatifs et plein d'habitudes de travail créatives. Et du coup, on a eu l'idée avec Caroline plutôt d'inviter ses clients et ses partenaires qui allaient utiliser les locaux que la ruche proposait pour faire cette phase d'acculturation et pour qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde, donc toutes les entreprises qui sont invitées à travailler à la ruche puissent se rendre compte de qu'est-ce que c'est un nouvel espace un peu différent pour travailler avec des nouvelles méthodologies créatives. Voilà. Alors ensuite, on a une phase où nous, on va devoir, on s'immerge en fait complètement dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'on va dans l'entreprise, on regarde comment les gens travaillent, on regarde où est-ce qu'ils travaillent, et puis on les interviewe. Donc on recrute en fait un certain nombre de personnes en fonction. Donc on recrute des profils qui correspondent à la problématique que l'on doit traiter. Et du coup, ça nous donne un certain nombre de données. Et quand on en est là dans le projet, en général, on arrive à la phase d'après. La phase d'après qui est commencée à directement dessiner en macrozoning. Donc, contrairement à beaucoup de bureaux de consulting, ça c'est vrai que c'est un petit peu ce qui fait notre différence, c'est qu'on commence directement à travailler sur plan. Et du coup, ce plan, il organise directement l'espace. Donc, on ne travaille pas en implantant du mobilier, etc. On travaille en organisant l'espace. Et en fait, quand on fait ce macro-zoning, nous, on détecte déjà des enjeux architecturaux qui vont peut-être être des points clés pour le projet après. Donc, quand on passe en fait cette phase de macro-zoning et qu'on va à l'étape d'après, on va faire ce qu'on appelle des ateliers de co-création. Et pendant ces ateliers de co-création, on va challenger les gens sur les points un petit peu critiques que l'on a vus en faisant le macro-zoning. Déjà, on va les challenger sur le macro-zoning, de se dire est-ce que c'est pertinent? Oui, non, ils réagissent là-dessus. Et pour la ruche, par exemple, on avait détecté 2 points qui étaient un peu des points clés du projet. Le premier, c'était l'espace de convivialité, qui au début, on ne savait pas trop comment le dimensionner, on ne savait pas trop quelle place lui donner. Et au fur et à mesure des récoltes des données qu'on a fait, on s'est rendu compte que c'était un point central parce que la convivialité était une valeur essentielle de la ruche. Et du coup, il fallait vraiment repositionner cette espèce de convivialité au centre du projet. Donc, c'est presque le premier lieu que l'on voit quand on rentre dans l'espace. Et le deuxième point qui était un petit peu central aussi, c'était que la ruche industrielle donc, propose des espaces pour ses partenaires pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent prototyper, pour qu'ils puissent tester leurs produits. Mais ils voulaient aussi pouvoir les exposer. Or, recevoir du public, montrer des protos qui coûtent cher, pouvoir les usiner, etc., et recevoir des gens en même temps autour, c'est très compliqué. Du coup, il a fallu vraiment travailler sur ce point-là pour hiérarchiser en fait les besoins, préciser la demande et se dire vraiment quel espace va nous permettre à la fois de prototyper, d'usiner des choses un petit peu sensibles parce que les entreprises n'ont pas forcément envie de tout montrer et puis faire la promotion de ce qu'on développe ici. Ensuite, il y avait une troisième partie qui était très intéressante aussi à aborder pendant ces ateliers de co-création, c'était vraiment quelle ambiance on donne à la ruche, comment est-ce que, enfin, quel imaginaire, quel décor on a envie de développer dans ce lieu-là, parce que c'est quand même un lieu qui propose de la créativité, qui propose de s'évader et de s'échapper un petit peu de son milieu traditionnel dans l'entreprise. Et du coup, on a vraiment récolté plein d'idées.
Ça, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi un peu aux chefs d'entreprise, parce qu'on dit: «Bah oui, mais si on propose aux salariés de s'exprimer sur ce qu'ils veulent, et ben, c'est Noël et puis chacun fait sa liste et puis on se retrouve complètement hors budget, complètement hors cadre, et cetera. Nous, ce que l'on constate dans notre méthodo, c'est qu'en fait, plus on est créatif, plus on va pouvoir aller chercher des espèces atypiques. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne les recadre pas dans un budget très concret, dans une réalité, etc. Et ça, les gens le comprennent très bien. Par exemple, pour le projet de la ruche, si on passe la slide d'après, il y avait plein de choses qui avaient été évoquées. Il y avait des hamacs suspendus, des forêts intérieures, des cabanes, plein de choses. Et du coup, on a décidé de retirer, donc c'est l'image que vous avez en haut à droite, l'idée des cabanes qui nous paraissait totalement abordable et facile de mise en œuvre par rapport aux contraintes de la ruche dans le projet d'archi. Et du coup, voilà, on les a implantés dans l'espace en plus qu'on voit en premier quand on rentre dans la ruche, dans l'espace cafétéria. Et ces petites cabanes, en fait, les gens sont hyper contents qu'on ait retenu cette idée. Ça crée un symbole dans la ruche quand on y va. Et du coup, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée, ça distingue le lieu et les gens s'en souviennent. Ensuite, à partir de là, on a récolté suffisamment de données pour faire vraiment un macrozoning qui soit assez précis, que l'on complète par un cahier des charges d'usage, c'est-à-dire espace par espace, on va détailler plus précisément de quoi on a besoin. Quand on en est là, en général, il se peut que l'entreprise nous propose une phase supplémentaire, c'est-à-dire si on est avec des grosses entreprises, bon, là, voilà, vous avez une image de ce vers quoi on se dirigeait. Et il se peut qu'à ce moment-là, l'entreprise, en fait, nous demande, parce qu'on n'a pas pu interroger tout le monde, forcément, on travaille avec des groupes assez restreints pour être rapide et efficace, de faire une présentation plus générale. Et en fait, pendant ces présentations plus générales, il y a toujours une personne ou deux ou trois qui lèvent la main pour dire vous m'avez oublié, il y a tel besoin qui n'est pas forcément satisfait, etc. Et du coup, on est encore dans une phase d'itération supplémentaire dans lequel on va améliorer notre travail et on travaille vraiment comme ça, par phase d'itération. C'est-à-dire qu'avant de produire des très beaux documents, etc., on travaille avec des macro-zonings, avec des croquis, avec des petites maquettes en Lego, etc., pour vraiment toujours réinterroger un plus grand nombre de personnes et s'approcher d'un résultat assez précis en termes d'usage avant de passer à des documents et une gestion de projet archi qui est assez lourde. Donc quand on en est là, nous, notre mission d'AMU, elle est terminée. Et du coup, on va la transmettre à l'équipe de réalisation. Donc des fois, ça arrive que notre mission s'arrête totalement là. Il y a une autre équipe qui est en place. On leur transmet toutes les données pour que le projet puisse être vraiment pris en compte. Donc il y a toute l'équipe qui est là. Pour le projet de la ruche, on a fait tout le projet de conception aussi. Du coup, on a aidé la ruche à monter une équipe de conception pour qu'il y ait vraiment tous les acteurs nécessaires, parce que construire un projet de 1000 m², c'est pas rien. Nous, on ne fait pas de suivi de chantier, donc il fallait une équipe qui puisse suivre le chantier. Donc, il y a l'entreprise Matam qui s'est portée comme AMO. Donc, un AMO, c'est un assistant à maîtrise d'ouvrage pour accompagner en fait le client dans toutes les démarches qu'il va avoir à faire pour que le chantier se passe bien. Et puis Initium, qui était l'entreprise tout corps d'État, qui a du coup a organisé tout le chantier, a proposé en fait tous les artisans dont on avait besoin, les fournisseurs, etc. Donc avec toute cette équipe, en fait, on était complet pour pouvoir rentrer en phase opérationnelle sur le chantier et construire quelque chose. Ensuite, nous, notre projet à nous, en tant que concepteurs en archi d'intérieur, il était de concevoir les espaces et de traduire tout le cahier des charges d'usage avec tous les paramètres qui constituent l'intérieur d'un bâtiment, c'est-à-dire la volumétrie, le mobilier, l'éclairage, les revêtements, le graphisme, l'art et la signalétique, l'acoustique, la végétation et les hautes technologies. Donc ensuite, je crois qu'on arrive un peu au bout de la présentation. Voilà, on commence forcément par un plan d'implantation. Donc là, c'est vraiment le macro-zoning qui se transforme en micro-zoning. Donc on rentre un peu plus dans le détail. Je ne vais pas vous détailler toutes les étapes d'un projet d'archi d'intérieur parce que ce n'est pas vraiment l'objet de la conférence du jour, mais
voilà, plus on avance, plus on dégrossit et plus on va rentrer dans le détail pour affiner les choses. Donc finalement, les différentes étapes par lesquelles on est passé pour l'aménagement de la ruche, c'est tout d'abord rêver la ruche idéale, et ça c'est un point qui est vraiment important, s'autoriser à rêver et sans prendre les contraintes comme bloquantes. De toute façon, elles arriveront et on les traitera au fur et à mesure. Mais c'est comme dans le principe d'idéation collaborative, déjà se dire que toutes les idées sont bonnes et tous les oui mais les transformer en oui et. Ça c'est un point extrêmement important. Euh, le fait de rêver aussi les espaces idéaux, ça vient, comme disait Maëlys, nourrir en fait l'imaginaire de l'architecte qui va ensuite le traduire. Donc là, on voit les alvéoles qui sont un élément important en fait, ils sont la signature architecturale du bâtiment. Mais pour en arriver là, il faut voilà, qu'il y ait une vision partagée. Poser les grands principes et les valeurs, on en a parlé tout à l'heure, donc au cœur du projet. Un travail important sur les usages actuels et à venir, en incluant les utilisateurs. Et ensuite, donc, cette traduction architecturale en zoning avec des allers-retours dans le travail que nous a proposé Maëlys. Il y a eu des échanges très réguliers et plusieurs. Et ensuite, donc, cette équipe de réalisation des travaux avec des entreprises locales qui nous ont permis d'avoir aussi une réalisation dans un temps assez record, en quelques semaines, durant l'été en plus. Et puis la phase évidemment réalisation et suivi de chantier. Voilà, donc là on voit un exemple de photo de l'aménagement tel qu'il est à ce stade. Il est encore en mouvement, donc d'ici quelques semaines, quelques mois, il aura encore évolué. Enfin, il y a fort à parier que de toute façon, le bâtiment de la ruche sera toujours en mouvement, en fait, parce que on est quand même assez dans un mouvement penché en avant, avec des développements de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et donc les espaces font vraiment partie prenante des projets. Je passe les différentes photos. Là, on voit l'espace de convivialité. Donc, il y a un café, les cabanes, le labo. Voilà, le cocon. Un point important, ces travaux d'aménagement en fait ont été soutenus par le programme Territoire d'innovation de grande ambition. C'est un plan d'investissement qui a été lancé par l'État et auquel la métropole de Lyon a été lauréate. Et dans le dossier de candidature de la métropole, on faisait partie des candidats, donc des projets qui ont été présentés. Et donc ça nous a permis d'accélérer en fait le développement de la structure de l'association de la ruche grâce à ce programme. Voilà, là vous voyez l'équipe qui a travaillé pendant les fameux ateliers d'usage dont a parlé Maëlys tout à l'heure. Donc sur 2 jours et demi pour venir questionner, poser les grands principes avant de se lancer dans le zoning. On est arrivé au bout, je crois Maëlys, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je vais laisser un peu de temps aux gens pour s'ils ont envie des questions. Alors, du coup, j'ai 2 questions qui m'ont été posées. La première, c'est quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour dimensionner le nombre d'espaces de collaboration et d'isolation, donc les bureaux fermés, les espaces de conférence téléphonique, etc. Alors, quand on recueille en fait toutes les données liées aux interviews, on recueille les besoins en fait des usagers, donc ceux de la ruche, évidemment, ceux de leurs clients, et du coup, on fait un cahier des charges avec une liste des différents espaces dont on a besoin. Et du coup, dans cette liste, on fait une programmation d'espace. Cette programmation d'espace, elle nous permet du coup voilà, d'implanter après les différents espaces dont on a besoin et de les dimensionner. Ça répond à votre question? On ne sait pas. Ça aurait été plus simple avec la personne en face dans la salle. Mais
On va passer par Samy qui va passer par le chat et ensuite. Je prends la réponse du coup du participant. Pour la deuxième question, c'était sur combien de personnes, donc utilisateurs, vous êtes appuyé pour faire la co-création. Et ben c'est la photo là. Donc 1, 2, 3, 4, on était une quinzaine. 16, c'est ça. Alors du coup, les personnes qui étaient présentes, c'était des usagers du bâtiment, donc des gens qui avaient déjà travaillé pendant de longs mois en fait dans le bâtiment. Il y avait des personnes de l'équipe permanente de l'association de la ruche. Il y avait aussi des personnes qui, dans les structures adhérentes, ont pour mission en fait de travailler sur les espaces pour leur propre structure. Je pense par exemple à EDF. Et du coup, voilà, on avait une mixité de participants. Il y avait aussi le propriétaire du site, donc l'aménageur, et il y avait aussi une représentante du secteur académique, donc d'un lycée. Il faut savoir qu'au-delà de tous ces participants, on a interviewé aussi, je pense, une quinzaine d'autres personnes qui n'étaient pas présentes pendant les ateliers de co-création, mais qui participaient à la vie de la ruche. On a même interviewé le traiteur, par exemple, qui livrait les plats à la ruche. On a interviewé d'autres gens qui travaillaient sur le site. On a travaillé aussi le bureau technique. Enfin voilà, les gens qui étaient, les techniciens qui s'étaient occupés des locaux. Enfin voilà, on a vraiment interviewé beaucoup d'autres gens que juste le groupe qui apparaît là sur la photo. Oui, là, on n'a pas parlé des contraintes techniques du bâtiment, mais c'est vrai qu'on les a prises en compte très rapidement, puisqu'on a un certain nombre de tuyauteries, on a tout un tas de contraintes liées à un bâtiment industriel qui existe depuis longtemps, hein, qui date d'après-guerre. Donc ça, c'était des inputs très importants à prendre en compte du début. Et du coup, sur le groupe, juste une précision, l'idée c'était de travailler sur l'aménagement de la ruche en lui-même, mais aussi d'apporter de l'eau au moulin à ces personnes qui, dans leur mission, réfléchissaient sur l'impact des espaces dans leur propre structure. Donc voilà, on a toujours cette démarche de faire pour avancer, mais aussi en même temps de comprendre ce qu'on est en train de faire pour pouvoir le partager, le dupliquer et puis le rendre encore plus impactant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a une question un peu conséquence de la première, donc sur les espaces. Je rappelle que la première, c'était quelle méthodologie pour dimensionner le nombre d'espaces de collaboration. La deuxième question qui a été posée en lien, c'est ma problématique est de savoir combien de bureaux fermés à garder en fonction de la fonction de la personne, des besoins au quotidien, ou mutualiser ces bureaux fermés. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien entendu. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait un arbitrage, c'est ça, entre le nombre de bureaux fermés, le nombre de bureaux collaboratifs, etc. C'est comme ça que j'ai compris la question. En fonction du nombre de personnes. Ouais. Faut nous appeler pour faire une mission d'assistance à maîtrise d'usage. Parce que comme ça, évidemment, on peut pas répondre à la question. C'est en voyant comment vous travaillez. Si on connaît pas vos habitudes de travail, on peut pas vous dire ce dont vous avez besoin. Si vous voulez, c'est comme si vous alliez voir un nutritionniste et qui vous donnait, sans même vous avoir adressé la parole, le régime alimentaire, et vous allez lui dire, mais vous me connaissez pas comment je vis, vous connaissez pas quel est mon corps, etc. Comment est-ce que vous pouvez me prescrire quelque chose? Donc, il faut qu'on vienne, qu'on voit qui vous êtes en fait, et qu'on puisse accompagner ça pour faire une programmation. Côté ruche, moi, ce que je peux partager, c'est cette représentation qui est issue en fait de nos réflexions sur l'aménagement de ces espaces. La ruche, ben, c'est comme son nom l'indique, c'est une ruche, hein, donc c'est les gens viennent, sortent, vont à l'extérieur polliniser, récolter des choses qui vont venir transformer à l'intérieur avec au contact d'autres personnes. Donc on est dans un espace à vocation essentiellement et avant tout collaborative. Donc ça veut dire des espaces ouverts. En fait, même dans le collaboratif, on se rend compte vite qu'on ne peut pas toujours travailler en interaction sans arrêt, en fait, toute la journée. On ne peut pas travailler non plus
à grand groupe toute la journée, il y a forcément des moments où on travaille en plus petit groupe ou où on travaille seul. Donc, c'est la réflexion là qu'on avait avec les cabanes notamment, qui s'est traduite par la notion de cabane, c'est que en fait, on a vite vu qu'il y avait besoin d'espaces semi-fermés, donc éventuellement visibles de l'extérieur, mais où on peut déjà un peu s'isoler. On n'est plus dans le hall de gare ou l'open space. Après, il y a un troisième cercle, là, le jaune, où il y a aussi une autre étape, c'est où on a besoin de travailler seul ou en petit groupe dans des espaces fermés et pour le coup où on se coupe de la vue on se coupe à la fois de la vue extérieure, mais nous aussi on s'isole de toute pollution visuelle et on sait aujourd'hui qu'une interruption ça demande au cerveau en fait 20 minutes pour se reconnecter à la tâche qu'il est en train de faire. Donc, même dans un espace voué à la collaboration, on s'est dit que c'était nécessaire de développer des endroits comme ça, type cabane, où à la fois les personnes qui sont tous les jours dans la ruche, mais aussi les usagers qui viennent de temps en temps travailler sur leur projet, puissent à un moment donné de la journée s'isoler pour travailler sur certains sujets. Et en fait, le dernier cercle, le cercle rouge, il émerge bien sûr de cette année avec il est accentué par la crise du Covid et l'expérience de travail en home office qu'on a vécu, où on se retrouve en fait à travailler seul et pour le coup caché, isolé dans la grande cabane ou la petite cabane qui est de chez soi. Euh, et finalement, on observe qu'il y a une sorte de gradation entre ces différents espaces et types de travail, et que aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est d'organiser ces différentes interactions entre ces différents cercles, de façon à pouvoir alterner, hein, c'est tout l'enjeu, de façon à pouvoir, d'un point de vue architectural et RH, développer des services pour chacun des cercles. Et au niveau de l'organisation personnelle, de la répartition des tâches et des missions, et ben c'est de répartir précisément ces tâches et ces missions en fonction des cercles. Et on peut imaginer tout un tas d'usages où on se retrouve avec une semaine complète, les salariés par exemple chez eux, et ils se retrouvent une semaine par mois. Enfin, il y a des structures qui font déjà ce genre de tests pour un certain type de projet. Donc de réflexion sur le développement de la structure, là où les semaines suivantes, ils seront chez eux à travailler sur des tâches plus opérationnelles. C'est, on en est probablement au début d'une réorganisation complète voilà, du travail et encore une fois d'utiliser les espaces comme un vrai outil et pas juste quelque chose qui est conjoncturel et qu'on subit. Super. Et bien, je me sens qu'il n'y a plus de questions dans le chat. 12h36, ça va, on a rattrapé notre tour. Je voyais les organisateurs qui avaient des grosses gouttes plutôt pas mal, de sueur. Bien sorti. Merci Caroline, merci Maëlys à distance, le petit coucou, pour cette conférence qui donne envie de rêver nos espaces de travail et de les réinventer. Le replay de la conférence sera préparé dans l'après-midi et d'ici demain. Donc guettez bien nos réseaux sociaux, notre site internet et votre boîte mail, puisque je vous enverrai le lien pour ceux qui se sont inscrits à cette conférence. Prochaine date le 10 décembre. Vous pouvez désormais vous inscrire puisque l'événement est publié sur notre site internet. Il est également relayé sur toutes les plateformes de la ruche. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera une conférence dédiée au fait d'être éco-laborateur. Donc un lien entre l'investissement RSE et son travail au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube pour pouvoir consulter à volonté les replays d'avant, mais également les replays à venir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.